L'hyperréalisme n'est pas un mouvement artistique clairement défini, il n'existe aucun manifeste, aucune déclaration d'intention commune, pas non plus d'association entre les peintres. Certains des plus connus ne se sont même jamais rencontrés. À l'origine, on parle abusivement de photoréalistes, notamment dans les galeries new-yorkaises des années 60, puis en 73, le marchand d'art Izzy Bracho organise une exposition à Bruxelles avec des artistes américains et européens qu'il nomme hyperréalistes, le mot est resté. Le terme de photoréalisme ne faisait pas vraiment honneur à ces peintres, car ce n'est pas une reproduction exacte d'une photographie, ce n'est pas non plus nécessairement quelque chose qui existe réellement, non, c'est plutôt une sorte d'autre réalité que l'œil humain ne peut saisir entièrement. On en prend vraiment conscience devant une toile exposée à quelques centimètres de nous, l'éclairage du musée participant à l'étrangeté de ce qu'on voit, c'est assez perturbant, cette impression persistante voulant que, même sans éclairage, on pourrait voir cette peinture. La lumière peinte a l'air tellement vrai, plus réaliste que la réalité. On pense assez spontanément aux natures mortes ou aux diners quand on parle d'hyperréalisme, et à raison, ce sont les toiles les plus connues. Peindre des natures mortes, c'est peindre un monde qui n'agit pas et qui ne regarde pas, c'est un moyen d'amener du silence. Paradoxalement, le regard de l'artiste est extrêmement présent dans ces tableaux faussement aseptisés. Et pour les portraits, ça marche selon la même dialectique. Le peintre ne se place pas à égalité avec son sujet. Ces gens se retrouvent objets impuissants devant le peintre. On les a extraits du monde, comme le cinéma s'évertue à le faire. On pense aux différentes nouvelles vagues qui tentent à la même époque de provoquer des moments d'humanité à capturer tant bien que mal avec la caméra. On va découper la réalité, se focaliser dessus, jusque dans le montage, jusque dans la peinture. Trop vrai pour être réaliste. Tout cela n'est pas sans évoquer le concept de regard foucaldien, de pulsion scopique. Regarder sans être vu, c'est posséder l'autre, le dominer, tirer une jouissance de cette information que l'on a et l'autre pas. On maintient l'autre à sa place. On le possède sans le posséder. Les hyperréalistes piègent de la sorte le quotidien dans leur toile. C'est une manière d'en exorciser l'angoisse, de domestiquer ce monde quelque part, avec la même fascination qu'un enfant devant un miroir découvrant sa propre matérialité, son existence physique. Or, Jean Baudrillard dit que pour se représenter le réel, il faut le simuler à travers des symboles et des signes. Aussi entretenons-nous involontairement la confusion entre notre conception subjective du réel et sa simulation pour l'appréhender. La frontière entre le réel et sa simulation est extrêmement floue, au point de se confondre et s'alimenter mutuellement. Ces peintres hyper-réalistes vont donc simuler quelque chose qui n'a jamais vraiment existé. L'hyperréalisme nous dit que notre monde, ce n'est finalement jamais qu'une image. Ce qu'ils peignent, ce ne sont que des images. Tout comme ces personnages des nouvelles vagues, notamment françaises, qui s'adressent aux spectateurs, ce n'est que du cinéma. C'est presque un pied de nez à Platon quand il dit que l'art est une imitation incomplète et mensongère de la réalité et donc forcément médiocre. On peut aussi oser le parallèle avec la musique minimaliste qui voit le jour aux États-Unis au même moment, cette musique où la structure et le contenu sont identiques. Dans l'opéra Einstein on the Beach de 1976, on chante les temps de la partition ou le nom des notes. Le compositeur Philip Glass fait chanter 1, 2, 3, 4 à 4 temps ou encore la si doré, les notes de l'air lui-même. Et donc, pourquoi choisir de peindre plus vrai que le réel? Depuis le 19e siècle au moins, dans un long processus, on rationalise tout, on catégorise tout, on a des institutions qui déterminent le vrai et le faux. La réalité est une affaire d'État. Il y a une réalité instituée qui tente de prendre le pas sur la réalité vécue. Ces vecteurs de normalisation étatique excluent finalement beaucoup de monde. Cette réalité institutionnelle ne correspond à personne, à part une très petite minorité, celle qui en décrète l'existence et en définit les règles. C'est ce que Michel Foucault appelle l'étatisation de la biopolitique. L'hyperréalisme fait écho à ce phénomène. En allant carrément au-delà de la réalité, on la remet en cause quelque part. Cette subversion de la réalité, c'est se la réapproprier. On met à l'épreuve la réalité de la réalité. Pour prendre un exemple contemporain, chez les cinéastes de la Nouvelle Vague, le thème de ces films, c'est bien souvent le cinéma lui-même. Il y raconte l'image et de la mise en scène. Montrer froidement la réalité par la peinture, ça m'a tout l'air d'être très compatible avec ça. Le sujet de ces tableaux ne serait-il pas simplement la peinture elle-même? Vous voyez, elle pense
pense qu'à rigoler. À qui tu parles? Spectateur. Tu vois, je te l'avais dit. Je le regrette déjà. La dimension politique de cette peinture est assez évidente. Bien que certains de ces artistes prétendent à une objectivité inattaquable, ils et elles prennent position, et quand bien même, ne pas prendre position, c'est déjà se situer politiquement. Montrer un sujet plutôt qu'un autre, c'est un choix politique. Est qui peint des métros dégueulasses, Goings qui peint des stands de malbouffe pour prolétaires, Blackwell qui peint ses motos rutilantes derrière des vitrines glacées, tous ces paysages urbains flambant neufs et déjà angoissants, c'est éminemment politique. Ça dit quelque chose de l'aliénation de son époque, ça dit quelque chose sur cette société de consommation triomphante et déjà mortifère, et de la vision qu'en ont ces artistes, cette société du spectacle. Ce monde où tout n'est qu'accumulation ou désir d'accumulation s'invite au musée via les hyper-réalistes. On relaye parfois trop les hyper-réalistes derrière les pop art, pourtant la dimension transgressive me semble tout aussi centrale. Leur démarche consiste tout de même à montrer quelque chose de commun, une image populaire issue d'une culture mondialisée, mais avec des moyens réservés socialement à une certaine élite, cultivée, formée, éduquée. Leur présenter un dîner et ses bouteilles de ketchup, c'est un peu révolutionnaire de leur mettre ça sous le nez. C'est quand même des gens qui viennent se changer les idées dans des temples sacrés, de la culture institutionnelle, des gens qui se félicitent de discuter des œuvres qu'ils voient, loin de toute considération matérielle. Leur dire voici un fast-food, point final, c'est remettre les choses à leur place et interroger la définition de l'art. Tout cela fait que l'hyperréalisme est bien un art du XXe siècle. Ce réalisme n'appelle aucune interprétation à première vue, puisque tous les signes qu'on pourrait y décoder sont déjà connus. Cette élite qui pourrait donner ses lettres de noblesse à ce courant artistique est comme dépossédée de son vernis de culture, et sans doute une des raisons pour lesquelles on dévalue tant les courants réalistes, c'est qu'on n'a rien à en dire pour se distinguer socialement. Le rapport sacré à l'art comme objet de distinction est mis à mal, sa fonction symbolique se voit en quelque sorte anéantie. La photographie, c'est la vérité. Et le cinéma, c'est 24 fois la vérité par seconde. Quand l'abstrait exprime des émotions très premier degré, très sincères, ou une esthétique de ces émotions plutôt, quand le pop art se nourrit de la publicité et épouse sa société de consommation, de leur côté les hyperréalistes, eux, montrent factuellement le monde tel que la technologie contemporaine le représente et tel qu'ils le vivent machinalement. Ils et elles disent un peu recentrons le débat. Cet art n'existe pas sans ça, la technologie, les simples images, le cinéma. Cet art n'existe même plus dans les musées, il est partout. Ce sont des images reproduites et amplifiées. Ça interroge l'immatérialité que l'on prête bien volontiers à l'art, notamment en dissociant sa valeur marchande de sa valeur artistique. La technique picturale elle-même se met au service de cette idéologie. On l'a esquissé rapidement, les procédés utilisés se basent sur l'aérographe industriel, les sprays de peinture sans aspérité, tout cela sur des surfaces planes comme du papier imprimé. Le fond se fait parfois à l'acrylique et les détails précisés par la peinture à l'huile. Tous les moyens sont bons du moment qu'on efface la main de l'artiste. Ainsi, Goings ou McLean peignent de façon à ne laisser vraiment aucune trace de leur travail. Malcolm Morley, lui, divise des photos en carrés qu'il reproduit sans se soucier de leur place dans la composition. Il met ainsi le maximum de distance entre lui et son sujet, au point de n'en pas avoir de vision d'ensemble. Ça devient pour ainsi dire une œuvre sans auteur. Le peintre se noie ainsi dans d'immenses toiles dont il ne voit le résultat qu'à la fin, une fois tous les clusters assemblés.
Cette question de l'auteur m'amène à la réflexion suivante. Jusqu'au romantisme, l'art et la science se confondaient, c'était une même idée, et on a voulu les séparer, opposant ainsi la rationalité à l'émotion. On parlait avant ça de l'art de la fugue, la science musicologique pour écrire une fugue, on parlait aussi de l'art de l'optique, de l'art de la guerre, de l'art des mathématiques, etc. Et de cette façon, on met d'un côté la science, la vraie, et de l'autre la culture, cet objet étrangement nouveau. On va extraire l'art du monde, on va penser qu'une espèce de génie individuel peut produire seul des œuvres universelles, voire intemporelles, et par un heureux hasard, ça colle parfaitement à l'idéologie du temps. Le libéralisme classique et le positivisme appellent l'individualisme et la méritocratie qui va avec de ses vœux. On remarquera que seuls les artistes sont des génies, rarement les ouvriers, encore moins les ouvrières. Consciemment ou non, on cherche à dépolitiser l'objet artistique pour en faire un produit. Et on tire socialement profit de la mise en avant de ces artistes surnaturels. On a un intérêt social à reconnaître ce génie, un capital culturel à développer. Et là, dans les années 60, se développe l'hyperréalisme en peinture, le minimalisme en musique, et les nouvelles vagues au cinéma. Ces mouvements artistiques ont voulu dynamiter ça simultanément, quand précisément cette dualité entre « soyez vous-même » et « vous êtes tous pareils » est proprement intenable. Tous ont choisi de s'émanciper de la culture institutionnelle et, à côté du système, proposer quelque chose de plus personnel, paradoxalement, où l'auteur s'efface. Les peintres hyper-réalistes n'ont rien d'autre en commun que le médium par lequel ils s'expriment. Pareil pour les cinéastes des nouvelles vagues. Et tous vont remettre en cause la réalité telle que les images nous l'imposent. La dictature du bonheur dans la publicité se voit ridiculisée, la violence de la norme et du quotidien sont réduits au silence par la peinture. D'ailleurs, les premiers films des nouvelles vagues sont tournés en muet faute de moyens, puis doublés en studio. Rien d'étonnant à ce que ce courant apparaisse aux États-Unis, où le cinéma est si fondamental, culturellement parlant, les personnages classiques incarnant la nation, un archétype faisant ce qu'ils sont. On a déjà affaire à des icônes, et les hyper-réalistes lui adressent une forme de non-recevoir, les abstraits aussi, suivant un tout autre vocabulaire. Pourtant, à l'opposé de la peinture, le cinéma est une œuvre collective. Rares y sont les auteurs, bien qu'on parle de politique des auteurs avec beaucoup d'excès et de fantasmes sur le rôle des réalisateurs-réalisatrices, il existait tout de même une cinéaste comme Chantal Akerman pour qualifier ses films d'hyper réalistes, et à juste titre d'ailleurs. Il existe actuellement encore des hyper-réalistes, Gerhard Richter, Liu Ming, Alex Schaeffer, etc. Cela dit, l'aboutissement de cette remise en cause de la réalité, on peut la voir de façon très tangible dans le cinéma, quand s'enchaîne à la fin des années 90
The Truman Show, Mulholland Drive, Matrix, Minority Report, Vanilla Sky, Magnolia, Audition, on a visiblement un problème avec la réalité. Le décalage entre la détresse observée par ces artistes hyper-réalistes et notre représentation du monde a trouvé dans ce cinéma-là une consécration. Et aujourd'hui, on refuse de faire face à la réalité, celle du climat. On préfère mourir avec le vieux monde, celui de nos élites qui est irrespirable. La mise en scène du cinéma des années 60-70 et le choix des sujets chez les hyper-réalistes se confondent naturellement. Je ne prête aucune intention aux artistes. Cette vidéo est le résultat d'une réflexion personnelle, une formation discursive, on pourrait dire si on était un peu pédant. Je parle de ce que véhicule comme idéologie ce courant artistique, devenu objet de curiosité avec le temps. Il semblerait qu'il et elle aient vu juste quand on voit toutes ces expositions actuelles où on fait la course à la plus grande accumulation de chefs-d'œuvre internationalement connus, on peut s'empêcher d'être mal à l'aise. Ces salles qui empilent les chefs-d'œuvre comme des trophées de chasse finalement, et les expos Vermeer, voilà, de toutes petites peintures pour des dizaines de milliers de visiteurs, personne n'y voit rien. Il y a quelque chose de la boulimie, de la rentabilité aussi. On va voir le maximum de tableaux et dépenser juste ce qu'il faut pour ne pas regretter. Cette vision de l'art, elle est morbide, elle est néolibérale jusque dans notre sensibilité.